Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Au moins 7 Français figurent parmi les 44 victimes du crash d'un avion de la compagnie publique laotienne Lao Airlines qui s'est abîmé dans le fleuve Mékong. Le mauvais temps serait à l'origine de cet accident. Une cellule d'urgence a été mise en place par le Quai d'Orsay. Les détails dans le tour de l'info. Nouvelle polémique pour Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur est critiqué à gauche après l'expulsion d'une collégienne kosovare en pleine sortie scolaire. Jean-Marc Ayrault tente de calmer le jeu, indiquant que l'arrêt d'expulsion serait annulé en cas de faute. Mais rien n'y fait. La gauche se divise et se déchaîne. Sur le cas Valls, on en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi, invité ce soir, Jean-François Kahn et Nicolas Bavray. Surtout ne pas prononcer le mot qui fâche. Il n'y aura pas d'inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais un simple débat, promet l'UMP. Le parti organise demain une convention pour parler du passé et imaginer l'avenir. Tout un programme, on en parle avec notre invité politique ce soir. C'est l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on prend tout de suite la direction des États-Unis. Un accord de sortie de crise a été conclu in extremis au Sénat. Barack Obama se dit heureux et confiant ce soir. Ce compromis qui doit être voté à présent par les deux chambres permettrait de stopper la paralysie partielle de l'État et de remonter le plafond de la dette. Les détails avec Julie Hulin. This is a 15-minute vote. Un accord, enfin. À quelques heures seulement de l'échéance du relèvement du plafond de la dette, les parlementaires américains semblent parvenus à un compromis, mettant fin à la crise qui paralysait Washington depuis plus de 2 semaines. Le monde entier a porté son regard sur Washington toute cette semaine, et c'est peu dire. Et même s'il a assisté à une discorde politique de taille, aujourd'hui il sera également le témoin d'un accord historique et bipartite, afin de rouvrir les gouvernements et éviter un défaut de paiement sur les factures de la nation. L'accord, annoncé dans l'hémicycle du Sénat, relèverait le plafond de la dette et rouvrirait immédiatement les agences fédérales partiellement fermées depuis le 1er octobre, tout en convoquant une commission pour négocier un budget pour 2014. Si les républicains ont pour l'instant cédé, la réforme de la santé de Barack Obama reste dans leur viseur. Les républicains restent déterminés à révoquer cette terrible loi, Obamacare. Mais aujourd'hui, nous voulons la réouverture du gouvernement, éviter un défaut de paiement et protéger les coupes historiques que nous avons réalisées grâce au Budget Control Act. Le texte doit maintenant être voté au Sénat et à la Chambre des représentants. Le président américain a encouragé le Congrès à agir rapidement pour mettre fin à la paralysie de l'État et écarter définitivement la menace d'un défaut de paiement. Retour en France où l'affaire Leonarda secoue les socialistes. Au centre de la polémique, l'expulsion de cette collégienne kosovare et de sa famille. De nombreuses voix au sein de la gauche critiquent la fermeté du ministre de l'Intérieur. D'autres, comme Ségolène Royal, le soutiennent en mettant en avant le nécessaire respect du droit. Et c'est sans doute la gauche de la gauche qui mâche le moins ses mots, demandant la démission de Manuel Valls et dénonçant une politique infâme. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Tollé à gauche après l'expulsion de la jeune kosovare. La tempête atteint Manuel Valls, accusé de mettre à mal les valeurs de la gauche. Le porte-parole du PS, David Assouline, ne comprend pas cette intervention des policiers. Pour le Parti socialiste, c'est choquant, inadmissible, inacceptable, incompréhensible. En tous les cas, ça ne vient pas conforter ce que nous voulons de la République. Choqué par cette intervention, il n'accuse pas pour autant le ministre de l'Intérieur, contrairement au Parti communiste. Manuel Valls a l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Il mène une politique qui est la même que celle qui était menée précédemment. Il appelle tous les jours à l'amplifier. Et je crois qu'il faut mettre un terme à la politique conduite par Manuel Valls, oui. D'autres voix de gauche dénoncent une droitisation de la politique du gouvernement, une critique qui n'a pas lieu d'être selon Luc Arvounas, un proche de Manuel Valls. Écoutez, chacun comprend et mesure que l'action qui est la nôtre, l'action de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls, c'est une action qui est non seulement légitime, mais en même temps qui est une action qui se fait dans le cadre de la loi, mais avec le souci toujours
d'être cette loi appliquée avec beaucoup d'humanité. Je ne crois pas que c'était l'adage du gouvernement de M. Fillon ou de la présidence de Nicolas Sarkozy. Face à cette situation tendue, le ministre de l'Intérieur a été contraint de lancer une enquête administrative. Dans 2 jours, à l'issue de celle-ci, le gouvernement n'exclut pas l'annulation de l'arrêté d'expulsion. Le gouvernement qui tente aussi de répondre à la crise bretonne par des mesures d'urgence. Matignon a dévoilé aujourd'hui une série d'actions dont une aide financière et un pacte d'avenir pour cette région où, je vous le rappelle, l'agroalimentaire et l'agriculture représentent pas moins d'1 tiers des emplois. La Bretagne est sonnée par les plans sociaux et la région est bien décidée à continuer à faire entendre sa colère. Flora Sauvage. Parmi les mesures d'urgence, le déblocage de 15 millions d'euros pour venir en aide à la filière agroalimentaire. Ce midi, Jean-Marc Ayrault a annoncé un pacte d'avenir pour la Bretagne en proie à des plans sociaux. Les salariés des entreprises menacées de fermeture feront l'objet d'un accompagnement. Chacun se verra proposer un contrat de sécurisation professionnelle renforcé qui garantit le maintien de 97% en moyenne du salaire net pendant 1 année. Le site de l'abattoir GAD dans le Finistère sera repris par la communauté de communes de Landivisiau. Concernant l'écotaxe poids lourd qui doit entrer en vigueur au 1er janvier, le chef du gouvernement a rappelé que l'État avait déjà accordé une réduction de 50% du montant de l'écotaxe. Il a précisé que les véhicules agricoles et ceux affectés au transport du lait seraient exonérés de cette taxe. Pour la filière agroalimentaire, il faut reporter l'écotaxe poids lourd qui cristallise les inquiétudes. On dit stop. Attention, il se passe des choses aujourd'hui graves dans la filière. C'est la première économie de la Bretagne et il faut que les pouvoirs politiques s'en rendent compte. Enfin, pour soutenir les entreprises qui connaîtraient des difficultés de trésorerie, la Banque publique d'investissement va renforcer son action en Bretagne dans les semaines à venir. Les esprits continuent de s'échauffer à Marseille. Ce n'est rien de dire que le premier débat qui a opposé aujourd'hui les 2 finalistes de la primaire socialiste a été musclé. Samia Ghali a poursuivi sa charge contre son rival, Patrick Mennucci, qu'elle décrit, je cite, comme le candidat de Paris. Le duel s'annonce serré, même si Patrick Mennucci a un avantage selon notre sondage. Opinionway pour Public Sénat, France 3 Rhône-Alpes et la Provence. À la question qui de Samia Ghali ou de Patrick Mennucci est le mieux placé pour battre Jean-Claude Gaudin, 45% des sympathisants de gauche répondent Mennucci contre 39% pour celle que l'on surnomme l'enfant des quartiers nord de Marseille. Et j'ajoute que Public Sénat diffusera en direct dès demain à partir de 15 h le second et dernier débat de cette primaire socialiste sur notre site publicsénat.fr et notez-le à partir de 18 h et également à 22 h 30 sur notre antenne. C'est donc à suivre sur Public Sénat. La suite du 22 h et on accueille à présent notre invité politique ce soir, ancien ministre du Travail, ex-président du Sénat, sénateur UMP des Yvelines, Gérard Larcher. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant d'aborder différents thèmes d'actualité, d'abord votre réaction à ce qui se passe à Marseille. Je vous ai vu un petit peu sourire. On entend peu l'UMP sur la primaire socialiste dans cette grande ville. C'est une affaire entre les socialistes et en plus une affaire marseillaise. Manifestement, le déroulement tel qu'il s'est passé ne correspond pas tout à fait à ce que nous voyons dans le reste du pays. Ce que je vois, c'est un parti socialiste bien malade. À Marseille est bien malade sur un certain nombre de valeurs qui devraient au moins rassembler les socialistes. Voilà pourquoi je pense que Jean-Claude Gaudin sera à nouveau le maire de Marseille au printemps prochain. Les primaires difficiles, en tout cas une élection interne difficile, vous connaissez aussi. C'est pour cela qu'il y a un devoir de réserve à l'UMP, ne pas donner de leçons, parce que justement, on a connu presque pire il y a un an. Ce n'était pas la même nature, puisqu'il s'agissait de la présidence d'un parti politique. Mais en tous les cas, c'est une affaire entre socialistes. Alors l'actualité, c'est une expulsion qui fait polémique. Est-ce que vous soutenez l'action du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, autour donc de l'expulsion de cette collégienne kosovare et de sa famille? D'abord, c'est toujours un drame humain, ce genre de choses. Et comme maire, on a à vivre de temps en temps l'expulsion. Mais il y a aussi le droit et la loi. En fait, ce que ce dossier révèle, au-delà des aspects humains qui nécessitent un peu de pudeur. Je veux dire que certaines images, y compris d'interviews de cette jeune, me choquent un peu. Ah. Et oui. Et en même temps, la vraie question qui est posée, c'est... Pourtant, on a besoin aussi d'entendre sa voix, sa version des faits. Oui, enfin, on a besoin aussi parfois d'entendre le droit et aussi la voix de ceux qui parfois souffrent. Vous dénoncez la dictature de l'émotion? Oui, dans cette affaire. Et en même temps, je respecte profondément l'humain. Mais le vrai sujet, c'est le sujet de l'immigration. Schengen. Faut-il continuer comme... Parce que derrière
ce qui nous émeut, ou qui ne nous émeut pas, mais qui est émotionnant en France, qui nous interpelle, Lampedusa, la réalité de flux migratoires non contrôlés. Et l'Europe a un devoir de les contrôler. Contrôler, mais aussi la France. Voilà pourquoi, quand Nicolas Sarkozy proposait un débat annuel au Parlement pour fixer des quotas d'immigration, eh bien, je dois dire que ce débat, il doit être sur la table. Et on doit, j'allais dire, ce débat l'aborder en responsabilité et arrêter ces faux fuyants. Oui, dans une interview récente de François Hollande dans le Nouvel Observateur, il n'est pas fermé justement à revoir ces accords Schengen. Donc, il fait peut-être un premier pas vers ce que vous dites. C'était un pas, en tous les cas, qui faisait partie du projet de Nicolas Sarkozy, un pas que nous partagions et que nous continuons à partager. La question dans Schengen, de la Roumanie et de la Bulgarie, mais aussi d'autres pays. En fait, il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'organiser les flux migratoires en fonction de nos capacités à intégrer, de nos capacités à offrir du travail. N'oublions pas, nous sommes un pays quand même avec 11% de chômeurs. Elles sont limitées, ces capacités, selon vous? Pardon? Ces capacités, elles sont limitées? C'est évident, il faut limiter cette politique. Parce qu'un pays qui ne peut plus intégrer, qui ne peut plus former et qui laisse une partie de ses populations sur le bas-côté et qui laisse en même temps sa population, elle n'est plus en capacité. Donc vous êtes pour limiter davantage ce quota d'immigration aujourd'hui en place par le ministère de l'Intérieur? Je suis pour qu'il y ait un débat au Parlement. Je suis pour qu'on revoie Schengen, d'autant plus que j'ai été, dans mon histoire de jeune parlementaire, un de ceux qui a accompagné la mise en place de Schengen. Voilà pourquoi nous avons un devoir de révision de Schengen. Revenons sur la polémique politicienne elle-même. Manuel Valls agace, irrite à gauche, mais il plaît et il séduit à droite. Le ministre de l'Intérieur, qui caracole dans les sondages, occupe, écoutez bien, la 3e place derrière Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans le cœur des sympathisants UMP. Vous aussi, Gérard Larcher, vous le placez si haut, Manuel Valls? Non, je pense que Manuel Valls, il tente de faire un travail de ministre de l'Intérieur. J'ai quand même le sentiment parfois d'un double langage de la part de Manuel Valls, de la part du Parti Socialiste. Il y a le cœur des offusqués et en même temps, il y aurait les réalistes. Au fond, ce qui manque au Parti Socialiste, ce qui manque à l'exécutif, c'est de définir quelle politique d'immigration nous souhaitons avoir, quelle politique d'intégration nous pouvons avoir. Non, et plus qu'ils sont là, ils n'ont pas de politique sur ce sujet-là, selon vous? Ils n'en ont aucune. Ils ont eu des mots, ils ont eu la condamnation de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, et on voit bien qu'ils n'appliquent même pas la circulaire de Nicolas Sarkozy d'octobre 2005 qui prévoyait que, j'allais dire, l'espace scolaire soit préservé. Je rappelle, c'était une circulaire dont le ministre de l'Intérieur était à l'époque Nicolas Sarkozy. Alors l'actualité, c'est aussi, ce sont les chocs sociaux dans les filières agroalimentaires et agricoles qui s'accumulent en Bretagne, qui crient sa colère. Matignon a convoqué, vous l'avez vu dans notre sujet, une réunion d'urgence et annoncé des mesures financières et de long terme. Est-ce que vous estimez que le gouvernement a pris la juste mesure de la situation? En fait, en 2000, nous étions le premier pays exportateur dans le domaine agroalimentaire. Nous sommes aujourd'hui le 4e, dépassé par l'Allemagne et les Pays-Bas. Il faut se poser la question. Nous avons un problème de compétitivité de la ferme France et un problème de compétitivité de la filière agroalimentaire. Les salariés, ils n'entendent pas cet argument. Oui, mais cet argument, c'est la réalité. On peut raconter n'importe quoi aux salariés. Quand le coût du travail dans les abattoirs, quand la surcapacité n'a pas été traitée, quand la filière, j'allais dire, n'a pas été gérée, alors on arrive à des situations. Nous savons tous qu'il y a des camions de porc entiers vivants qui s'en vont se faire abattre en Allemagne. Cette réalité-là, elle nécessite, c'est pas 15 millions d'euros, c'est une révision de la politique globalement de la filière notamment viande, qui dans notre pays est, et il faut le dire, moins bien organisée que la filière céréalière. Gérard Larcher, hier sur ce plateau, à votre place, cette même place, le sénateur socialiste du Finistère, François Marc, nous disait « Vous êtes aussi responsable, la droite au pouvoir pendant 10 ans. Elle a vu cette filière s'enfoncer dans le rouge, perdre d'année en année en compétitivité, oui, et vous n'avez rien fait. » C'est toujours de la faute aux autres. C'est toujours de la faute aux autres. Je ne dis pas qu'on ait solutionné tous les problèmes de compétitivité. Je dis simplement que ce que nous proposons, ce que nous avons conduit, est un pays qui doit avoir une économie qui retrouve sa compétitivité. Et on assiste à quoi? Depuis 18 mois, encore plus d'impôts sur les entreprises. On sera à plus de 20 milliards d'impôts sur les entreprises. On assiste à quoi? Une augmentation encore du poids des charges. Est-ce que c'est ça qui donne de la compétitivité? Je rappelle simplement que dans un autre secteur, qui est le secteur du maraîchage, quand ça coûte 12 € horaires en France,
ça coûte entre 6 et 8 euros horaires en Allemagne. Alors vous dénoncez la politique du gouvernement, vous allez nous dire je constate que cette politique nous conduit à l'échec. Vous allez nous dire ce que propose la droite et l'UMP qui se réunit demain pour se pencher sur son action passée dans la majorité et préparer l'avenir. Un rendez-vous que certains qualifient déjà de coquille vide compte tenu du nombre de participants et des vraies questions abordées. Vous nous direz d'ailleurs si vous y allez demain. Mais d'abord, on voit tout cela avec Jérôme Rabier. Ce devait être un nouveau départ pour l'UMP. Un regard critique vers le passé pour mieux préparer l'avenir. Et au cœur de l'été, quand tous les ténors de l'UMP le réclamaient, tout le parti semblait s'en réjouir. Il s'agit surtout, et c'est les règles que j'ai fixées, de parler d'avenir. Il ne s'agit certainement pas de refaire l'histoire, ni encore moins de faire un procès de personne. Les anciens ministres étaient même les premiers à trouver des raisons de s'interroger sur les 5 ans de présidence Sarkozy et de gouvernement Fillon. Je suis contre l'assistanat. Mais nous, on a fait le RSA. C'était une erreur. On a fait les heures supplémentaires, mais on n'a pas suffisamment corrigé les 35 heures. Il y avait donc toutes les raisons de vouloir tirer les leçons du passé, mais les sarkozystes de la première heure ne voulaient pas en entendre parler. La direction du parti semble depuis s'être rangée, puisque la convention se limitera demain à une demi-journée et à 4 tables rondes. Peut-être pour éviter les règlements de compte personnels. Tous ceux qui freinaient des cas de fer pour faire des réformes, c'est précisément ceux qui voudraient faire l'inventaire de Nicolas Sarkozy, qui lui était plus allant que tous les autres. Réunie hier, l'association des amis de Nicolas Sarkozy s'en réjouit et moque le désistement de la plupart de ceux qui réclamaient cet inventaire. Les ministres ne viennent pas, donc c'est qu'il ne restera pas grand-chose comme grain à moudre. Oui, parce que personne n'y va. Voilà, donc tout le monde s'en fout. La grande journée attendue se transforme donc en simple débat sans la présence des principaux protagonistes. Le doute qui plane sur le retour de l'ancien président aura sans doute suffi à limiter les ardeurs des plus téméraires du parti. Gérard Larcher, vous y serez demain? Oui, j'y serai. J'y serai pour débattre autour de la question du travail, de l'emploi, de la compétitivité. Non pas, j'allais dire, pour porter un jugement, parce que j'ai soutenu cette politique. J'ai soutenu cette politique, et donc aujourd'hui, c'est de construire l'avenir qui compte. Et je pense que les Françaises et les Français, au-delà des petits mots que nous avons entendus, ils sont d'ailleurs un peu las de ces mots. Bernard Accoyer et moi-même, nous l'avons écrit la semaine dernière. Une tribune, tout à fait. Et nous l'avons écrit la semaine dernière, et je pense que... Vous avez été écouté? Je ne sais pas si nous avons encore été écoutés. En tous les cas, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Bernard Accoyer et moi-même, il faut répondre et proposer aux Français. Gérard, je vais juste lire pour nos téléspectateurs l'intitulé quand même de cette convention demain. Convention sur l'évolution de notre action dans la majorité et sur les priorités à défendre pour l'alternance. Sans langue de bois, ça donne quoi? Ça donne quoi? Nous avons eu la responsabilité de gouverner pendant 10 ans avec Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy. Nous avons fait un certain nombre de choses. Ces choses, nous devons les assumer, mais en même temps les regarder. C'est toujours le principe du scientifique que je suis, de regarder avec un œil critique pour essayer de dégager pour l'avenir des propositions qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et de demain. L'un des objectifs donc, de cette convention, vous venez de le dire, c'est de penser l'avenir. Est-ce que vous imaginez toujours l'avenir aux côtés de François Fillon pour 2017? Il y aura une primaire. François Fillon sera candidat à cette primaire. Moi, je suis un ami de François Fillon depuis l'époque de Philippe Seguin. Ses amis ont été déroutés ces derniers temps. Ils ont pu être un moment déroutés, mais il est venu ce matin. Moi, vous savez, je lui ai posé des questions. Parce que l'amitié, c'est aussi le devoir de sincérité. Vous avez obtenu des réponses? J'ai obtenu naturellement des réponses. Et ce matin, il est d'ailleurs venu devant un certain nombre de sénateurs pour les éclairer. Et il a commencé, je vous ai plutôt malmené pendant quelques semaines. En même temps, nous nous posons la question, quelle réponse aux Français pour les municipales, pour le territoire? Il s'est malmené aussi, François Fillon, parce qu'il dévise dans les sondages. Est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'il a dit, sa phrase et peut-être sa stratégie de celui de choisir le moins sectaire entre deux candidats, donc un candidat Front National et un socialiste? Ça n'était pas le sujet de ce matin. Et d'ailleurs, puisque je suis le premier à avoir dit que cette phrase n'était pas achevée, c'était chez votre confrère Europe 1, eh bien, je dois vous dire que je n'ai jamais eu de doute sur les engagements et les valeurs de François Fillon. Mais peut-être que vous lui avez posé la question, qu'est-ce qu'il t'arrive, François? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous cherchez à comprendre sa nouvelle stratégie? En tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est que cette stratégie, elle soit élaborée collectivement. C'est aussi ce qu'on lui a dit ce matin. Il l'a compris? Le message a été reçu? Je pense qu'il nous a entendu. En tous les cas, l'atmosphère était particulièrement, j'allais dire, chaleureuse et de vérité. François Fillon déjà en campagne pour 2017 et vous aussi en 2014 pour les sénatoriales? Moi, je suis d'abord en campagne pour que
nous gagnons les municipales. Parce que je pense que cette trame territoriale, elle est tout à fait importante. Je suis aussi en campagne pour essayer à mon pays de l'empêcher d'aller dans le mur. Je sens aujourd'hui que rien n'est au rendez-vous, y compris la reprise qu'on nous annonce un peu à la manière d'un psaume qu'on répéterait et dont on voudrait croire qu'il soit la réalité. Le gouvernement doit montrer l'espoir, la voie. Oui, il doit montrer l'espoir, mais il doit poser des gestes d'espoir. Dans ces gestes d'espoir, il y a aussi la confiance aux citoyens, la confiance aux entreprises. Eh bien, cette confiance n'est pas au rendez-vous. Revenons sur le Sénat. Un mot, vous aviez récemment été sévère à l'égard de l'actuel président Jean-Pierre Bel, l'accusant de porter une immense responsabilité quant au déclin du Sénat. Est-ce que c'est une sortie non contrôlée ou assumée de votre part? C'est une sortie totalement assumée, tout comme je soutiens la lettre qu'il a fait au directeur de Marianne, qui m'apparaît être, j'allais dire, dans la responsabilité du président du Sénat. Vous voyez que je suis capable... Défendait, rappelez-nous l'objet de cette lettre. Qui défendait la position des sénateurs, qu'ils aient été ou non pour le cumul de mandats. Il y avait une vision simpliste. Moi qui défends la possibilité d'un exécutif local et du Sénat en tant que sénateur, je ne considère pas que c'est ringard. Je pense que c'est pour éviter au Sénat d'avoir des parlementaires hors sol. Ce n'est pas un ringard, vous l'avez dit. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci. La suite du 22h avec dans un instant notre club d'éditorialistes. Nous analyserons les différents sujets dans l'actualité avec Jean-François Kahn, Nicolas Bavray, Jean-Luc Gombault et notre dessinateur Hervé Baudry. C'est juste après le tour de l'info qui est signé ce soir Aurélie Affas. Au moins 7 Français figurent parmi les victimes du crash au Laos. Les 44 personnes présentes à bord de l'avion sont décédées selon les responsables thaïlandais. Laurent Fabius a fait part dans un communiqué de sa tristesse et de sa vive émotion. Il a annoncé la mise en place d'une cellule d'urgence au ministère des Affaires étrangères. La France va accueillir 500 réfugiés syriens. François Hollande a fait cet engagement aujourd'hui auprès du Haut Commissariat aux réfugiés. Depuis le début de la guerre, 2 millions de personnes ont fui la Syrie. La France a déjà accordé 700 demandes d'asile. L'affaire Babilou, de nouveau devant la justice. L'ex-salarié de la crèche Babilou, licencié en 2008 pour avoir porté son foulard sur son lieu de travail, avait obtenu gain de cause en mars dernier et vu son licenciement annulé devant la Cour de cassation. Mais demain, le feuilleton judiciaire redémarre devant la Cour d'appel de Paris. Pour le procureur général, l'employeur doit pouvoir faire respecter la neutralité religieuse. Une affaire qui est devenue un symbole des différentes visions de la laïcité qui s'affrontent. L'association Edgar Faure, présidée par Rodolphe Oppenheimer, remettait aujourd'hui son prix de littérature politique. L'actualité a-t-elle influencé le jury? La 7e édition a récompensé la biographie du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Les secrets d'un destin. Gilles Verdez est le co-auteur du livre. Ce qu'on voulait, c'est connaître le personnage. Lui-même avait écrit des livres, c'est un personnage public, mais il n'y avait pas eu d'exploration de sa vie. Son enfance, ses origines, ce qu'on a beaucoup fait, sa famille, qui est-il, comment il s'est créé son corpus idéologique et aussi personnel. Notre club d'éditorialistes est au menu ce soir. D'abord, le gouvernement qui fait face à la colère bretonne et aux suppressions d'emplois dans l'agroalimentaire et d'autres secteurs partout en France. Que peut faire le gouvernement et qu'est-ce que cela traduit du climat social actuel? Et puis autre sujet ce soir, c'est jour de convention demain à l'UMP. Mais surtout, chut, ne prononcez pas le mot qui fâche, il n'y aura pas d'inventaire. Le mot tabou a été gommé du titre de cette réunion à laquelle beaucoup se font porter pâle. Nos invités, eux, sont là et en forme pour le club d'éditorialistes. Ce soir, je reçois le fondateur de Marianne, Jean-François Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Avec nous également l'historien, essayiste et éditorialiste au point, Nicolas Bavray. Bonsoir. Bonsoir. Notre chroniqueur, Jean-Luc Gombault, nous accompagne. Bonsoir Jean-Luc. Et en cette morosité ambiante, l'indispensable Hervé Baudry, notre dessinateur. Eh bien, bonsoir Sonia et bonsoir à tous. Merci Hervé. D'abord, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi le déluge de critiques à gauche après l'expulsion d'une collégienne kosovare. Manuel Valls se justifie et met en avant le nécessaire respect du droit. Les critiques se font de plus en plus vives et fortes à l'encontre du ministre de l'Intérieur, Jean-François Kahn. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction? Moi, je vais dire, je vais jouer les hommes politiques. Hein. Je vais faire comme le sénateur que vous avez entendu tout à l'heure. Un drame humain, ça touche toujours. Faut toujours dire ça. Bon, une fois que c'est dit, on peut aborder la question. Non, c'est
à la fois, c'est pas un événement très important. En effet, c'est un peu choquant qu'une jeune fille scolarisée, c'est pas un événement très important, mais les réactions qu'il provoque vont prendre une importance considérable. Moi, je constate une chose. En fait, on ne sait pas. Tout ce qui a été dit pendant 24 heures, c'est faux. Elle n'a pas été retirée de l'école de force, elle n'a pas été arrachée d'un quart scolaire. Donc, il y a eu un emballement avec les radios périphériques. Il y a eu un emballement pour essayer de monter, de donner un côté insupportable à quelque chose qui, objectivement, est moins insupportable et qui, d'ailleurs, est l'application de la loi. Alors, il y a des moments où l'application de la loi, en effet, est dure et on dit on ferait mieux de peut-être l'appliquer avec plus d'intelligence et de doigté. Mais c'est l'application de la loi. En revanche, ce qui est formidable, et c'est ça qui est très important, c'est que les socialistes, qui, entre nous, ont accepté beaucoup de choses, ont avalé beaucoup de couleuvres. Je veux dire, le sénateur disait tout à l'heure, on impose les grandes entreprises. La vérité, c'est qu'on impose plus les classes moyennes que les grands patrons. Hein. Je veux dire, c'est pas ceux qui ont le plus à se plaindre. Rien, disent rien. L'acceptation du truc Merkel, du plan Merkel, ils disent rien. Et tout à coup... Et tout à coup, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. C'est la libération, etc. Vous n'enlèverez pas de l'esprit qu'ils se sautent. C'est le bal des hypocrites. Ils sautent sur ils sautent sur l'occasion. Et c'est pour ça que c'est très important pour tuer Valls. C'est qu'en vérité, Valls, sa popularité, pourquoi cette popularité, le fait que plus on allait, plus on se disait mais c'est peut-être un meilleur candidat que Hollande, la présidentielle finalement, etc. Et que pour l'aile gauche c'était insupportable, et qu'ils attendaient cette situation pour tuer Valls. Et je crois que c'est pas toujours conscient, mais c'est inconsciemment. Regardez, Jean-François Kahn, le dessin, justement, la caricature d'Hervé Baudry. Ça sent la menace d'une expulsion du gouvernement. Peut-être pas jusque-là. Je voudrais simplement très brièvement ajouter un autre truc. C'est vraiment pour tuer Valls. C'est très bien, c'était le seul qui pouvait battre Hollande, c'est celui qui pouvait... Moi, j'aime pas beaucoup Valls, je vous le dis franchement. Enfin, c'est le seul qui pouvait battre Sarkozy. Si Sarkozy revenait, les sondages le montraient, il pouvait le battre. C'est le type qui pouvait reculer le Front National. Les types... Ah, ils veulent le tuer. Formidable. Le Parti socialiste, c'est formidable. Au moment où l'UMP, Copé dit, ce type séduit dans nos rangs, il faut l'abattre. Au moment où Marine Le Pen dit, il est en train de mordre quand même, c'est le seul coqueur, il faut l'abattre. Eh bien, c'est le PS qui l'abat. Ils sont formidables, ces gens-là. Le PS, la droite, s'il fallait l'inventer, elle l'inventerait, le PS. Formidable, quand même. C'est terrifiant. Nicolas Boré, faire un enchaînement, c'est compliqué. Cette affaire, au-delà du cas particulier de cette jeune fille, est-ce que cette affaire montre aussi, une fois de plus, la difficulté à faire cohabiter dans un gouvernement autant de sensibilités ? Oui, évidemment, puisqu'on l'a bien vu, mais enfin, je suis largement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le point de départ, c'est que nous sommes dans un état de droit, il faut faire appliquer la loi, si possible, de la manière la plus humaine possible. Deuxièmement, se greffe là-dessus une situation politique avec un ministre qui effectivement gêne un certain nombre d'autres ministres, voire le président de la République, et de l'autre côté, quand même, on va retrouver ça avec les autres sujets, un moment d'extrême crise politique de notre pays, parce qu'il y a un choc fiscal qui est en train de déstabiliser les classes moyennes, il y a un choc économique avec un record du nombre de faillites, il y a un choc social avec l'explosion du chômage, parce que derrière les faux chiffres et les bugs, on a quand même maintenant 70% des jeunes qui sortaient et qui se présentent sur le marché du travail qui ne trouvent pas d'emploi, et un choc politique avec Brignol. Donc, effectivement, on voit très bien que par rapport à ça, on a aujourd'hui une absence complète de cap de ceux qui nous gouvernent. Et c'est d'ailleurs, mais pour d'autres motifs, également un grand désordre dans l'opposition. Mais cette affaire, elle cristallise ce moment de désordre. Et donc, malheureusement, la principale conclusion politique, c'est que tout ceci fabrique du vote extrémiste et populiste à la chaîne. Hervé Baudry, juste encore, voilà, je voudrais rester sur le précédent dessin. Vous êtes un peu... rythme scolaire, matin, classe, mon Dieu, après-midi, Kosovo. Vous avez osé. Oui, j'ai osé, mais en fait, on oublie aussi, Payon a repris le thème de l'école, de sacraliser un petit peu l'univers de l'école, parce qu'on y apprend des choses. Oui, Vincent Payon qui s'est opposé à Manuel Valls. Mais justement, Jean-François Kahn, est-ce que Manuel Valls peut sortir affaibli de cet épisode, cette affaire? L'opinion s'était plutôt majoritairement rangée derrière lui après ses paroles sur les Roms il n'y a pas si longtemps. Non, mais pourquoi ils ont lancé cette attaque au Parti socialiste? Il y a deux raisons, ça a l'air contradictoire, mais c'est la même. Le dernier sondage, je crois que c'est le Point, le journal numéro, j'en sais rien, le met en tête largement, il reprend la tête avant Sarkozy, avant Fillon, etc. Nettement. Très bien.
Donc, danger, ça ne peut pas continuer comme ça, il fait de l'ombre à Hollande, d'abord. Mais en même temps, c'est à droite que sa popularité monte et pas à gauche. Donc, il y a une faille. Voilà, il y a une faille, il y a une faiblesse. Donc, il y a les deux. En même temps, il fait peur et il y a une faille. Donc, allons-y. Je crois que c'est plus compliqué que ça, parce que, y compris à gauche, il ne faut jamais oublier que le Parti socialiste est d'abord un parti d'élus et pas de militants, et qu'aujourd'hui, si on interroge les maires socialistes, qui sont donc largement majoritaires parmi les maires, ils sont tous rangés derrière Manuel Valls. Donc, je ne crois pas du tout que ça va l'affaiblir. Je pense que, d'une certaine manière, on le met encore plus en scène. Possible. Ça affaiblit en revanche sûrement, dans un moment donc absolument critique, et ce qui reste d'autorité du président de la République. Absolument. Et de ce qui reste d'autorité du Premier ministre. Et le PS. Et l'image du PS. Et alors sur l'école, ce qui est compliqué, c'est que on marche par... Il y a une circulaire, mais les sanctuarisations de l'école, c'est la sanctuarisation du lieu géographique. Or effectivement, on n'était pas dans l'école puisque... Oui, il y a une nuance qui est importante. Et l'enquête administrative en tiendra compte. Donc il n'y a pas eu d'intervention des forces de police dans un établissement scolaire pour effectivement... Je vais donner la parole à Jean-Luc Gombault. Un petit mot. Oui. Si on l'avait viré, si on l'avait gardé, il y avait un problème. Imaginez qu'on l'ait gardé, la fille. Oui. Alors que la famille a été expulsée. Oui, toutes les demandes ont été déboutées. Je ne vous dis pas le scandale. Je ne vous dis pas le scandale. Vous avez expulsé la famille, vous laissez la petite fille toute seule. Il y aurait un scandale terrible. On est en pleine schizophrénie. Hervé Baudry, il y aura une enquête administrative, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc peut-être qu'elle va revenir. En tout cas, il y en a un qui revient déjà. C'est Leonardo. Hein. Pardonnez-moi d'avoir une petite pensée pour les amateurs de foot. Pour nos amis foot, oui, Jean-Luc Gombault. Cette affaire reflète quand même nos propres déchirures sur ce problème des expulsions. Parce que qu'est-ce qu'on veut exactement? Puisqu'il faut expulser, force doit rester à la loi. On veut que les gens, les adolescentes, soient expulsées la nuit, en catimini, sans que personne le voie. On a l'impression qu'on ne veut pas voir la chose. Une expulsion, c'est une expulsion. Et donc, c'est un traumatisme. Mais même par rapport à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, je dis même que j'appelle l'opinion publique, on ne voudrait pas voir ça. On voudrait cacher ces choses-là. Or, effectivement, la jeune fille, elle a été expulsée, elle était dans son autobus, la force doit rester à la loi. Et donc, il y a une hypocrisie. Je me rappelle quand c'était sous Sarkozy, les agents avaient repéré qu'il y avait beaucoup d'illégaux lors des soupes populaires. Donc, ils s'étaient mis devant les soupes populaires et là, ils avaient pu arrêter et expulser un certain nombre d'illégaux. Et ça a fait un scandale également. Comment peut-on prendre des gens devant une soupe populaire? Ils en avaient vu beaucoup aussi dans les restaurants de Neuilly, je vous signale. Vous vous souvenez pas? Ils étaient tous des clandestins. Oh là là, quel mauvais esprit, Nicolas Bavray. L'hypocrisie, elle existe aussi sur l'enquête administrative parce que les conclusions sont connues d'avance. Au sens où la circulaire elle est très claire. Donc, de fait, les policiers qui sont intervenus étaient parfaitement dans le cadre de la fameuse circulaire. Donc, quand on dit est-ce qu'il y a une faute ou pas, on sait déjà qu'il n'y a pas de faute. Donc, en réalité, c'est juste... C'est une manière de soulever un peu le couvercle de la cocotte. Une technique, voilà, pour essayer de faire baisser un peu le... Sauf que les textes de la circulaire disent que quelqu'un qui reste 5 ans ne peut pas être expulsé, mais quelqu'un qui est à l'école depuis 3 ans ne peut pas être expulsé. Or, elle est à l'école depuis 3 ans. Mais 5 ans, non, t'es sûr? Oui, il y a une différence. Il y a 3 ans ou 4 ans quand on est à l'école et 5 ans lorsqu'on est un adulte. Or, le problème, c'est que les parents étaient là depuis moins de 5 ans, alors que les enfants sont à l'école depuis plus de 3 ans. Donc, il y a quelque chose d'un peu de contradictoire dans la rédaction même de la circulaire. Attends, il y a une attitude, excusez-moi de le dire, parce qu'on oublie toujours de dire ça. Là, depuis 24 heures, il y a une attitude des médias ce qu'a dénoncé Gérard Larcher tout à l'heure. Je veux dire, sans distance, sans essayer de ramener les faits à leur dimension, jouant sur l'émotion. C'est insupportable à la fois. La question se pose, Jean-François Kahn, il fallait peut-être aussi donner la parole à cette jeune fille, la version de la jeune fille. Non, mais là où je pense qu'on se rejoint avec Jean-François Kahn, c'est qu'en tout cas, cette manière de créer un maximum de passion collective, c'est la meilleure manière de faire le jeu des populismes. Ça, il n'y a aucun doute sur le tout cela dit peut-être quelque chose du climat social. Je vais faire un enchaînement qui est compliqué, mais on va parler à présent d'autres mécontentements. C'est la colère bretonne. Que dit justement cette colère du climat actuel? On a l'impression qu'il y a une somme, Nicolas Bavray, de mécontentement, de frustration, de crispation ici et là. Est-ce que c'est le cas? Oui, et c'est le cas dans des secteurs de l'opinion qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir, c'est-à-dire des gens qui généralement étaient plutôt silencieux ou appartenaient à cette majorité de gens plutôt calmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Je pense qu'on va vers une jacquerie fiscale. Parce qu'on a des gens que, quand on regarde ce qui se passe dans les perceptions, on a quand même plus d'1 million de personnes qui sont retrouvées imposables à l'impôt sur le revenu et donc avec des impôts locaux qui vont avec, dont certains n'avaient pas du tout imaginé ça et se retrouvent dans des situations très compliquées. Donc il suffit d'aller en parler aux agents des impôts. On a le problème social que j'évoquais tout à l'heure avec le chômage. On a le problème économique avec les faillites, 13 000 au 3e trimestre. On n'a jamais vu ça depuis 1993. Bon, vous prenez les indicateurs sombres. On peut vous renvoyer d'autres indicateurs. Non, parce que j'ai une petite liste. Les indicateurs sur le fait qu'on va avoir 0,2% de croissance ou 0,1%. L'immatriculation des voitures aujourd'hui, bon, il y a quand même quelques signaux également. Oui, enfin, si on regarde pour l'instant, la réalité, c'est que Peugeot est en passe de devenir sans doute à moitié chinois et un petit bout d'État, parce que c'est une entreprise. Et je rappelle, donc, si vous voulez, quand on croise tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où la Bretagne est intéressante, c'est qu'on a des filières entières qui sont en train de s'effondrer. On a connu le problème, qu'on a des régions entières. Si on prend Peugeot, si Peugeot est vraiment affecté, il faut voir qu'il y a toute la Franche-Comté qui, derrière, se retrouve dans une position très compliquée. Donc, c'est des entreprises qui, par ailleurs, étaient extrêmement structurantes pour tout un pan. Donc, des pans entiers de secteurs. Exactement, un peu ce qu'a été la sidérurgie pour la Lorraine il y a quelques années. Et face à ça, il faut être clair, c'est un peu d'ailleurs qu'on en revient à la même chose que pour l'immigration, on n'a aucune réponse cohérente de la part du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du gouvernement, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective droite et gauche? J'ai posé la question à l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher. Cette perte de compétitivité de la filière agroalimentaire, elle ne date pas d'il y a 1 an. De toute façon, c'est dommage que M. Larcher n'est pas là. S'ils veulent, je reviens à ce que disait M. Bavret, si on veut faire reculer l'espèce de populisme, que vous appelez le populisme, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais le Front National, etc., faut arrêter cette espèce de discours politicien, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Faut que les politiciens admettent, oui, on a notre part de responsabilité, eux aussi, faut qu'ils aient un langage différent, moderne, honnête, enfin bref. Pour ce qui se passe en Bretagne, je crois que ce qui joue, c'est, d'abord, c'est le décalage. Entre le discours de Hollande, je comprends le discours de Hollande, ça va mieux, il y a des signes, bon. Mais le côté ravi de la crèche, on avait fait un truc, c'est le côté ravi de la crèche, etc. Et les types, c'est des plans sociaux, surtout en Bretagne, une accumulation de plans sociaux. Et évidemment, à partir du moment où on a un président qui a l'air extrêmement content, mais non, ça va mieux, c'est bien, vous allez voir, etc. Et les types, sans arrêt, ils prennent un plan social. Il y a une espèce d'effet de contraste, un choc. Bon, c'est la première chose. La deuxième, et là, ça va dans votre sens, c'est que une des raisons du mécontentement, c'est la taxe sur les camions. Or, il y a 2 responsabilités. Là, pour le coup, les socialistes sont pour rien. C'est les écolos qui n'arrêtent pas de le demander, pour qui la solution de tout, c'est les taxes, et Sarko qui l'a fait. C'est une initiative de Sarko sous la pression des écolos. Là, pour le coup, les socialistes sont pour rien. Ce qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a le problème de la responsabilité, et ensuite, il y a le problème de l'action conduite par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui. La responsabilité, la France a perdu 1 point de taux de croissance par an depuis les années 70. Donc ça date pas de 2012. Et sur le chômage, on est à 10% depuis un quart de siècle. Mais, et c'est vrai que le choc fiscal, il a démarré en 2010 et pas en 2012 également. Sauf qu'aujourd'hui, on a un président qui s'est fait élire en expliquant qu'il allait réenchanter le rêve français, qui annonce une pause fiscale la semaine où on a 1 million de gens qui sont en plus qui reçoivent l'impôt sur le revenu, des ménages qui vont en prendre pour 12 milliards et des entreprises qui vont en prendre pour 2,5 milliards supplémentaires alors qu'on parle de pause fiscale. Donc là, il y a un degré d'incohérence et qui fait que, par ailleurs, quand on voit les difficultés concrètes de vie de beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, eh ben franchement, on a une cocotte minute qui peut la caricature d'Hervé Baudry. Comment on appelle Regardez, ça, Jean-François Kahn. Oui, c'est une petite mise en image du décalage entre la reprise et là, ce que dit Moscovici, et puis... Si on traduit ça en breton, il se fait transformer en crêpe. Exactement, je ne sais pas trop. Comment on appelle ça, un plan? C'est un signe. Enfin, comment on appelle ça, un plan social, maintenant? Non, mais c'est vrai qu'on a tout un... Comment on appelle ça? Un plan de sauvetage de l'emploi. Un plan de sauvegarde de l'emploi. Vous imaginez où on en est dans l'espèce de dénégation du réel, de mensonge. Là aussi, le fait que le langage politique est venu complètement mensonger, c'est pas neuf. Quand on voit que le gouvernement veut parler de dépendance, la dépendance, tout le monde sait ce que c'est, on explique qu'on va faire un plan pour l'autonomie. On appelle les choses exactement par l'inverse. Et ça fatigue le citoyen. Surtout quand le citoyen a bien compris qu'il était dans une situation
extrêmement compliquée. Et comme il n'y a aucune solution des partis de gouvernement, eh ben, il file vers le Et un désespoir. sans-papier, c'est ce qu'on appelait un clandestin, mais ça reste un clandestin. Alors simplement, je pense que pour ce qui se passe en Bretagne, je ne vois pas où est la responsabilité du gouvernement actuel. On est dans un mouvement long, structurel, qui d'ailleurs n'a pas tellement à voir avec la politique, qui tient à la dimension des élevages, qui tient à la dimension des entreprises d'abattage, qui sont des choses qui reviennent à des années et des années et des années qui sont d'ordre structurel. Il n'empêche que ce qui se passe, c'est très grave, puisque l'emploi agroalimentaire, c'est le tiers des emplois bretons, donc des emplois en tout cas industriels bretons, et c'est 15 à 20% de l'agroalimentaire français. Et c'est vrai que l'agroalimentaire français, c'était un de nos piliers exportateurs et de nos piliers économiques, et que ce truc-là est en train de s'effriter. Et il s'effrite pourquoi ? Monsieur Larcher l'a dit tout à l'heure, à cause de la concurrence allemande, et ce qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'ont eu les Allemands et que nous n'avons pas su prendre. Ils ont la capacité d'intégrer à leur avantage l'effondrement de l'Est communiste. Comment ils ont pu intégrer cela pour en faire des sous-traitants de l'agroalimentaire allemand et que nous sommes restés dans notre coin. Mais là, si vous voulez, on est devant une masse de problèmes. Qui n'est pas solvable. On va passer, parce qu'il nous reste peu de temps, à la droite. Juste, je fais un détour par la caricature d'Hervé Baudry. Gad et Doux, justement, en Bretagne, malheureusement, nous sommes les dindons de la farce. Hein. Peut-être la faute du gouvernement ou de la droite, mais eux n'en ont rien à faire. Alors, justement, à la droite, on en a parlé tout à l'heure. Demain, il y a une convention, mais surtout, il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer, Jean-François Kahn. Vous avez suivi lequel? Inventaire. Inventaire, oui. Non, mais moi, d'abord, puisque vous parlez des mots, il y en a un qui me choque, en tant que démocrate. C'est l'histoire de conformisme, guerre des chefs, ah, où on allait la guerre des chefs. Il faut arrêter dans ce pays qu'un débat normal, un débat démocratique, ah, c'est horrible, c'est une guerre des chefs. Quand un ministre donne une opinion qui n'est pas 100% celle de son Premier ministre, c'est un couac. Faut arrêter. Faut arrêter, c'est normal le débat, c'est normal l'échange, c'est normal la confrontation. C'est la première remarque. La deuxième, alors, sur ce que vous dites, c'est incroyable, quoi. On nous dit on va faire un inventaire, ça veut dire 3 heures. Bon. Et la réaction de Sarkozy, vous savez, Sarkozy est un type talentueux, est un type dynamique, un type qui a du talent. Je me suis permis à une époque d'écrire qu'il avait, quelque part, il était fou. Oui, il est fou. Je veux dire par là qu'il y a un narcissisme, une espèce d'amour de soi qui est comme... Alors là, on le voit bien. Quand il dit, c'était avant-hier, ceux qui me critiquent, c'est foutu pour eux, c'est terminé, ils seront plus ministres. Le refus même d'un examen, est-ce qu'on a bien réussi, est-ce qu'on a réussi tout? Ah non, on n'a pas le droit. Oui. Le côté le chef, faut être à genoux devant le chef, le guide, le caudillo. Mais c'est terrible. Temps, Nicolas Bavray, un inventaire, un vrai, ce serait quand même suicidaire et j'allais dire même sacrément sadomaso. Hein, ils ont déjà assez mal à droite pour se faire mal encore plus. Non, c'est pas du tout. Enfin, dans n'importe quelle démocratie, il faut quand même voir que la droite a perdu toutes les élections et pas seulement l'élection présidentielle pendant une séquence de temps qui a été assez longue. Donc quand on est au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs, quand un leader perd, généralement, on en change. Et en tout cas, le camp s'interroge. Quand on regarde aujourd'hui les travaillistes britanniques, ils s'interrogent sur leur positionnement. Donc le fait de réfléchir, et là, c'était indispensable, d'autant plus que la droite a eu le pouvoir quand même pendant une période de temps assez longue avant que cette alternance. Donc c'est vrai que c'est normal de réfléchir au style présidentielle de Nicolas Sarkozy, à la manière dont il s'est entouré, à la politique qu'il a conduite, y compris sur le plan économique, on l'a rappelé, les problèmes ne datent pas de 2012, et à la manière dont l'État a fonctionné. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, c'est comme une entreprise qu'on veut redresser. Si on n'a pas commencé à réfléchir à ses erreurs, on ne risque pas d'aller vers la solution. Le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est que elle est quand même payée par nos sous à tous, puisque aujourd'hui les partis politiques sont... L'opposition doit faire 3 choses. Critiquer le gouvernement, même ça, elle ne le fait pas si bien que ça par rapport au désastre. Malgré l'impopularité de l'exécutif, tout ce que vous avez dit, ils ont un boulevard devant eux, ils ne l'exploitent pas. Deuxièmement, faire émerger des têtes nouvelles. Et troisièmement, avoir une stratégie et une politique alternative. Pourquoi ? Parce que l'échec de François Hollande étant maintenant à peu près acquis, si c'est simplement attendre que ça revienne, il se trouve que cette fois-ci, ça va pas revenir chez eux, mais au Front National. Et il faut avoir un projet alternatif crédible. Très juste sur les têtes nouvelles. Vous imaginez,
Obama, il était rien avant d'être président de la République. L'Italien, il était rien d'être Premier ministre. L'Espagnol, il était rien. Là, on va avoir le choix, si ça continue comme ça, entre Hollande, 5 ans en arrière. Sarkozy, 10 ans en arrière. Hollande, 10 ans en arrière. Juppé, 25 ans en arrière. On n'a qu'à appeler Chirac et Giscard d'Estaing. Je veux dire, au point où on en est. C'est absolument incroyable. C'est ça l'inventaire. Dans un magasin, on regarde ce qui est en stock. Hervé Baudry, Nicolas Sarkozy, le premier qui exhume, je l'inhume. Ah bah oui, tu lui parlais vrai. Hein, plus menaçant que jamais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser. Belle et douce soirée. À demain, avec plaisir.